Bonsoir, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h dont voici les principaux titres. Dans ce journal, nous vous présenterons la délégation monégasque qui partira aux Jeux Olympiques de Pékin, dont le coup d'envoi sera donné le 4 février. Les athlètes monégasques seront engagés dans 2 disciplines, le ski alpin et le bob à 2. Nous découvrirons qui sera le porte-drapeau et nous serons avec le secrétaire général du comité olympique monégasque, Yvette Lambin-Berty. La suite de la saison hivernale des ventes aux enchères après la joaillerie d'Arcurial, place aujourd'hui aux montres d'exception proposées par Antiquorum. Retour aux sources pour le rallye Monte-Carlo. Vous l'avez certainement constaté sur le port, il y a comme des airs de Formule 1 avec l'immense parc d'assistance qui est en cours de montage pour accueillir les concurrents. Notre consultant rallye Franck Phillips, qui sera à l'antenne avec l'équipe de Monaco Info, nous donnera un avant-goût de ce qui attend les passionnés. Mais sans plus tarder, découvrons donc les visages qui vont représenter Monaco aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin dans 2 disciplines. La cérémonie officielle de présentation des athlètes a eu lieu aujourd'hui au Yacht Club en présence du prince Albert II. Le secrétaire général du comité olympique monégasque est notre premier invité. Bonsoir Yvette Lambin-Berty. Bonsoir. Ça y est, nous avons la certitude que les Jeux Olympiques d'hiver pourront bien se tenir ou y a-t-il encore un petit doute? Non, il n'y a plus de doute. Tout est organisé pour ça. Et voilà, donc nous avons fait la présentation aujourd'hui de nos athlètes. Alors cette année, le nombre de compétiteurs monégasques engagés est un petit peu moins important, mais la qualité est là. C'est ce que nous allons tout de suite découvrir dans ce reportage d'Émilie Rousseau et nous nous retrouvons ensuite. Pour la 11e participation consécutive de Monaco à des Jeux d'hiver, la principauté sera représentée dans 2 disciplines, le bobsleigh et le ski alpin, par des athlètes qui ont déjà une expérience olympique. C'est lors d'une cérémonie de présentation au Yacht Club de Monaco que leurs noms ont été dévoilés, tout comme l'annonce du porte-drapeau. Pour ces Jeux Olympiques à Pékin, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a souhaité confier cette mission au skieur Arnaud Alessandria. C'est énorme, je m'y attendais pas vraiment, mais non, c'est un honneur de porter le drapeau pour le défilé. Cette délégation monégasque sera complétée des bobeurs Rudy Rinaldi et Boris Vian, accompagnés d'Anthony Rinaldi. Ils se mesureront à la piste de bob située à Yanqing les 14 et 15 février prochains et auront à cœur de montrer tout leur potentiel. On se le répète souvent, notre objectif c'est d'arriver sans douleur et de prendre beaucoup de plaisir par rapport à Pyeongchang en 2018. Comment vous les abordez tous les deux ces Jeux, Boris? Avec de la confiance et de la sérénité par rapport à Pyeongchang, là, comme vient de l'évoquer Rudy. Trouver un petit peu plus serein et surtout beaucoup plus près physiquement. Les Jeux Olympiques de Pékin seront une nouvelle fois particuliers en raison de la crise sanitaire. Les organisateurs ont tout mis en œuvre pour qu'ils se déroulent sereinement. Première date à retenir, le 4 février avec la cérémonie d'ouverture, puis le 6 février avec le ski alpin et la descente homme. Comment le choix s'est-il opéré sur cette équipe que vient de nous présenter Émilie Rousseau, une équipe donc de bob à 2 et Arnaud Alessandria en ski alpin? Ils ont dû faire des minima, obtenir une qualification? Eh bien, ce sont une somme de compétitions auxquelles ils ont participé, aussi bien pour le bob que pour le ski, et qui leur ont permis de marquer des points pour arriver au quota qui est souhaité pour pouvoir être sélectionnés pour les Jeux. Ils ont déjà goûté aux Jeux Olympiques, hein? Ils ont déjà eu cette expérience. Oui, en effet, tous les 3. Ils ont déjà moins d'émotions par rapport à cette compétition mythique que tout sportif espère de pratiquer. Et le fait d'avoir déjà participé, eh bien, ça ouvre un champ, je dirais, d'adaptation plus facile. Et le choix du porte-drapeau, comment l'avez-vous déterminé? Eh bien, c'est le choix du prince d'abord. Et je pense que Rudy, qui est le pilote du bob, ayant déjà porté le drapeau, il revenait à Arnaud, tout naturellement. Ils ne partent pas seuls. Quelle sera la logistique d'encadrement de l'équipe de Monaco? Il y a toujours un chef de mission. Quand partiront-ils? Oui. Alors oui, bien sûr, il y a un chef de mission, c'est M. Damien Desprats qui travaille au comité olympique.
Et lui partira en précurseur le 26, le ski partira le 28 et en principe le bob le 30. En termes de logistique, le gigantisme chinois ne va pas poser de problème sur les différents sites de compétition? Non, 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 au contraire, les sites sont formidables. D'ailleurs, nous avons pu envoyer les bobeurs au mois de décembre à Pékin pour un test event. Et là, ils ont pu apprécier et la piste, qui est, paraît-il, très belle, très adaptée surtout techniquement, et surtout toutes les infrastructures et l'attention qui est portée aux athlètes. Donc là-dessus, je pense que les Chinois et le comité d'organisation mettent un point d'honneur à ce que les athlètes soient parfaitement accueillis et bien traités. Malheureusement, le contexte international sanitaire ne permettra pas de public et condamnera un peu chacun à rester dans une bulle, mais c'est obligatoire et je pense que c'est important. Après, ceci dit, après les Jeux de Tokyo, on sait aujourd'hui que ce qui compte pour les athlètes, quoi qu'il en soit, c'est de faire cette compétition-là. Vous voyez, ça c'est vraiment important. Après, le public manque, évidemment, l'environnement familial, parce que personne ne peut se déplacer. Mais même pour la famille olympique, seuls les membres de la famille olympique peuvent être présents et n'ont pas la possibilité d'avoir d'accompagnants non plus. Vous voyez, tout le monde est à la même enseigne. Alors justement, le prince souverain lui-même, olympien, ne manquera pas le rendez-vous? Ah non, il sera présent. Il y a une petite session qui est juste avant la cérémonie d'ouverture à laquelle il participera. Et après, il restera quelque temps au jeu. Ce n'est pas facile de constituer une délégation pour les Jeux olympiques d'hiver. Il y a toujours moins de prétendants que pour les JO d'été. Est-ce que vous avez déjà une génération montante que vous suivez de près? Alors oui, et tout à l'heure, le prince souverain l'a relevé en présentant l'équipe, en voyant évidemment qu'il n'y avait pas d'athlètes féminines. Et je crois que tous nos espoirs se portent sur cet avenir-là. Et on espère qu'après Alexandra Coletti, qui avait été quand même une athlète remarquable, hein, c'est quand même elle qui a fait quasiment les meilleures performances. Elle a fait la Coupe du Monde pendant des années. Donc que les jeunes filles suivront sa voie. Elle est tracée, donc il ne faut pas laisser le temps l'effacer. Et il faut qu'elles soient nombreuses derrière à faire du ski et à essayer d'avoir cet objectif. Que peut-on espérer, que peut-on souhaiter à nos deux bobeurs et à Arnaud? Alors le bob, évidemment, c'est une équipe qui est extrêmement motivée. Donc on peut espérer voilà, qu'il puisse être dans le top 10. Je pense que ce serait formidable, vraiment. Et puis pour Arnaud, il est plutôt du niveau Coupe d'Europe parce que c'est comme ça qu'il s'entraîne avec les équipes de France à l'heure actuelle. Mais je pense qu'il est dans de bonnes conditions pour faire le meilleur de ce qu'il peut. Et voilà, je suis certaine qu'il, sans accroc, tout ira très très bien. Eh bien, nous souhaitons de belles Olympiades à cette délégation. Merci Yvette Lambin-Berty d'avoir répondu à notre invitation, alors que vient d'être présentée aujourd'hui la délégation monégasque qui prendra part aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Merci à vous. Et lors de cette présentation au Yacht Club, le comité olympique monégasque a tenu à mettre en lumière un projet caritatif qu'il soutient et porté par un Olympien monégasque, qui plus est désormais marathonien, Pascal Camia. Les explications d'Émilie Rousseau sur des images d'Alexandra Marangoni. Il compte à son actif 3 Jeux olympiques de 1992 à 1998, Albertville, Lillehammer et Nagano. Après ses belles expériences en bobsleigh, Pascal Camia n'a jamais abandonné le sport pour autant. Il a déjà couru plus de 21 marathons. Il est même le premier monégasque à terminer les 6 World Marathon Majors, Boston, Chicago, New York, Berlin, Londres et Tokyo. Il a souhaité remettre sa Six Star Medal au Prince Albert II. Et parallèlement à cela, il a lancé une levée de fonds. J'avais vu que des athlètes avaient pu, grâce à leur médaille, faire des levées de fonds dans leurs pays respectifs. Et j'ai pensé qu'il était judicieux de lier le dépassement de soi que l'on fait dans ces challenges que sont les marathons avec la solidarité à Monaco.
Dans sa démarche, Pascal Camia a pu compter sur le soutien du Comité olympique monégasque, de la Compagnie monégasque de banque et du footballeur Olivier Giroud, ambassadeur de cœur du Monaco collectif humanitaire. La somme symbolique de 42 195 €, faisant référence au nombre de mètres parcourus lors d'un marathon, a pu être récoltée. Elle a été reversée au Monaco collectif humanitaire. Ça permet également de pouvoir opérer 4 enfants, comme vous l'avez dit, sur le centre cardio-thoracique, et que je remercie. J'ai contacté aussi M. Guy Nervaux, qui m'a mis en contact avec Olivier Giroud. Donc c'était vraiment un élan de solidarité à travers comme je le dis, ce challenge sportif. L'initiative de Pascal Camia a unanimement été saluée. Elle rappelle la nouvelle devise olympique adoptée par la session du CIO en 2021 à Tokyo. Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Passons au premier point info de ce journal. Comme chaque mardi, débutons par les données chiffrées sur la pandémie de Covid. Bonsoir Christinda Thomel. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Le gouvernement princier vient de communiquer les chiffres relatifs au dépistage, des chiffres qui sont arrêtés au dimanche 16 janvier inclus. 10 616 tests PCR antigéniques ont été réalisés sur des patients résidents et non résidents depuis le 10 janvier dernier, révélant un taux de positivité de 12,7%, soit un taux d'incidence de 1953. À Dubaï, sur le pavillon de Monaco, à l'exposition universelle, la venue de l'une des start-up de l'incubateur Monacotech, Keysystem, a conduit sur place une mission de prospection. Oui, spécialisée dans le soutien informatique aux gestionnaires d'actifs et aux banques privées. Cette société helvético-monégasque entend faire une percée sur le marché du Golfe. Écoutez à ce propos les 2 directeurs commerciaux de Keysystem. L'idée, lorsque Keysystem a été intégré à Monacotech, c'était justement d'accélérer le développement de la société, ce qui a été fait de manière très fructueuse. Et très récemment, Monacotech, dans le cadre de la deuxième phase de croissance de Keysystem, nous a accompagnés dans nos nouveaux projets, puisque nous avons accueilli un nouvel actionnaire l'année dernière. Et l'idée, depuis l'année dernière, était de recruter de nombreux nouveaux collaborateurs au sein de l'équipe afin d'accélérer le développement commercial dans les différentes zones du monde et notamment dans le Moyen-Orient, comme ici à Dubaï où nous nous trouvons aujourd'hui. Et pour ce faire, Monacotech a accueilli le campus Keysystem qui nous a permis d'accueillir ces nouveaux collaborateurs et de les former pour justement atteindre nos nouvelles ambitions, nos nouveaux objectifs pour 2022 et les années futures, et a été vraiment instrumental dans cette période de transition pour nous. So in terms of cybersecurity and the information, because this is the biggest issue in the industry today, we as Keysystem, from the beginning we adapted to this, so the information is not accessible by us. We don't have access to the client's information and to the client of our client's information. Mainly it is set up in their own environment, let it be cloud or let it be in the physical hardware. So the software and our back office support is at their own premises, and we do not have access to their information, which is key today in our industry and in this sector. Vous l'aurez donc compris, Patricia, Keysystem est un élément clé en matière de cybersécurité et s'est donné pour mission de simplifier et d'améliorer le quotidien des professionnels de la gestion privée, tout en réduisant et maîtrisant les challenges et les contraintes de l'industrie financière. Nous vous le disions dans notre précédente édition, le coup d'envoi de la saison hivernale des ventes aux enchères a été donné lundi. Tout au long de la semaine, des pièces rares de tous horizons sont mises en vente à Monaco. Aujourd'hui, c'est la maison Antiquorum, spécialisée dans les montres de collection, qui a réuni au Yacht Club 1 millier d'acheteurs, en grande partie sur sa plateforme online. Hervé Zorniotti et Lionel Bernardi sont arrivés pile à l'heure pour cette vente de prestige. 1 million d'euros, record monégasque à battre ce jour pour la maison de vente aux enchères Antiquorum, spécialisée en horlogerie de collection. Pour cette troisième vente en principauté associée à MC Luxury Auction, une sélection prestigieuse de 178 montres anciennes et modernes est proposée à 1 millier de collectionneurs et d'enchérisseurs. Présentation des pièces maîtresses de cette vente par Romain Réa,
CIO de la maison Antiquorum. C'est l'anniversaire, c'est les 50 ans de la Royal Oak qui a été dessinée par Gérald Genta, qui a vécu à Monaco pendant de longues années. Donc il était normal que je sélectionne une Royal Oak dessinée par Gérald Genta, qui est la Royal Oak en or à quantième perpétuel. Elle est avec son certificat d'authenticité de chez Audemars Piguet, parce qu'il y a toujours un petit plus, ça donne l'année exacte. Et puis voilà, on est sur une estimation qui va de 200 à 300 000 €. La deuxième, c'est pour être sur un modèle qui est quand même très classique et très connu du monde des collectionneurs. C'est le Daytona Rolex Paul Newman. Celui-ci est un modèle étanche. Vous voyez, vous avez des poussoirs vissés, donc c'est la particularité. On est dans le début des années 70. Alors l'acteur américain en fait le portait des Daytona, pas forcément le modèle Paul Newman, mais aussi le modèle Paul Newman, qui est en fait ces petits drapeaux à damier qui sont dans les compteurs. On voit des petits carrés, donc ça fait penser un petit peu au drapeau à damier. Et voilà, et donc il portait cette montre, et c'est de là que les collectionneurs ont donné le nom de Paul Newman. C'est pas du tout un modèle qui a été nommé par Rolex. Au-delà de l'engouement pour ces mécaniques précieuses et souvent vintage, les montres seraient-elles devenues bien plus que des accessoires de mode? Les montres sont devenues une valeur refuge d'un point de vue financier, et il est certain qu'on a des résultats qui sont impressionnants dans les ventes aux enchères, mais aussi dans les ventes entre particuliers. On voit que la valeur de l'objet montre, toutes marques confondues, on va quand même y aller 3 marques, Audemars Piguet, Rolex et Patek Philippe en priorité, sont des montres qui ne vont pas perdre de l'argent et qui ne font qu'en gagner. Que ce soit des montres modernes, dans les boutiques que l'on peut trouver ici à Monaco, qui vendent des montres modernes, ou que ce soit dans les montres de collection ou dans les montres anciennes. Dans les deux catégories, elles prennent de la valeur aujourd'hui. Il fallait plus que jamais être à l'heure aujourd'hui au Yacht Club si vous souhaitiez débuter ou enrichir votre collection de montres. Le port est en pleine ébullition. L'édition 2022 du Rallye Monte-Carlo partira et arrivera chaque jour à Monaco. Cela n'avait plus été le cas depuis 15 ans. Nous suivrons bien sûr à partir de jeudi sur Monaco Info quotidiennement l'épreuve avec Vanessa Dessy, Frédéric Hélion, Christophe Paco et notre consultant de luxe, dernier vainqueur monégasque du rallye, c'était en 98, Franck Phillips. Et il est avec nous aujourd'hui pour nous livrer un avant-goût de ce rallye 2022. Franck Phillips, bonsoir. Bonsoir Patricia. Bon, alors toutes les éditions sont prometteuses, vous ne nous direz pas le contraire, mais cette année, et on le voit sur le port, c'est un retour en force aux sources pour le Rallye Monte-Carlo. C'est carrément le retour aux sources, et c'est une première aussi pour les 90 ans de notre épreuve, l'épreuve phare du rallye mondial en fait, le WRC. C'est un retour en force sur la principauté que l'Auto-Revue Club a voulu justement marquer pour cette 90e édition. Alors on va faire un tour d'horizon un petit peu de ce qui nous attend, et bien entendu commençons par les engagés. Il y aura du beau monde. Il y a du beau monde, il y a des revenants, il y a ceux qui devaient partir et puis qui sont toujours là. Alors là, vous parlez d'Ogier, il y a l'Hub. Il y a l'Hub qui sort du Dakar aussi. Voilà, il y a pas mal il va y avoir un beau plateau, enfin il y a un beau plateau entre les petits jeunes qui ont prouvé l'année dernière déjà qu'ils étaient potentiellement, on va dire, consacrables au niveau du championnat du monde. Ogier qui repart avec un nouveau copilote, l'Hub aussi, parce que bon, on a appris fin de l'année dernière que Daniel Elena mettait un terme à sa carrière. Donc voilà, plein de belles surprises, je pense, qui va nous attendre au départ de cette édition. Bon, alors c'est toujours un petit peu difficile à dire comme cela, mais qui vous voyez pour la victoire finale? C'est très compliqué. C'est très compliqué, il faut voir Neuville qui marche bien sur Monte-Carlo depuis 2 ans. Ogier, bien évidemment, qui a son titre à défendre. L'Hub qui veut faire le vétéran et puis qui a aussi un petit peu approuvé avec son nouveau contrat avec Ford pour les quelques épreuves du rallye en WRC en mondial. Donc voilà, il y a plein de potentiels vainqueurs sur cette édition. Et côté constructeur, alors toujours ce bras de fer entre Toyota et Hyundai? Toyota et Hyundai, Ford aussi, c'est-à-dire Ford a changé leur voiture. On parle de la nouvelle Puma, qui visiblement est très performante. Donc voilà, et je pense que ça va être une belle bataille en prévision, même entre constructeurs. Oui, voilà, pour les forces en présence. Et puis, bien entendu, ce qui fait le sel du rallye, c'est le parcours, c'est les spéciales. Alors, cette année, des figures imposées, puisque le départ se fait depuis Monaco, l'arrivée à Monaco. Donc, ça a un petit peu contraint
au niveau du parcours, mais il n'en reste pas moins qu'il devrait être très beau. Alors c'est vrai que bon, malheureusement avec le temps qu'on a depuis 15 jours, le manque de neige va faire un peu sentir on va dire le pilotage sur la neige. On monte quand même jusque près de Gap, on va jusqu'à Sisteron pour faire la spéciale de Saint-Génie-Estouard, qui est un juge de paix de l'ancien rallye Monte-Carlo. Pourquoi? Parce que sur la distance initiale qui faisait 30 km, elle était raccourcie à 23. Et il y a un col qui n'est jamais déneigé l'hiver. Donc choix de pneumatique qui peut être compliqué parce qu'il faut savoir que bien évidemment, les pilotes font 2 épreuves chronométrées sans changer de pneumatique. Ça peut être aussi, ça peut rester toujours le fameux juge de paix du Monte-Carlo. La première nuit du Turini, qui est donc jeudi soir, visiblement va être toute sèche parce que là les prévisions météo sont imparables. Là, voilà. Autant aux États-Unis il neige beaucoup, ici malheureusement on aurait bien aimé avoir un petit peu ça. Mais ça peut être déjà dès jeudi soir on va un petit peu voir les forces en présence, sans oublier aussi les amateurs qui arrivent en WRC2 avec la configuration en dessous des WRC qui s'appellent les R5 en fait, où les amateurs cette année je pense qu'on beaucoup à jouer parce que bien évidemment la route est beaucoup moins piégeuse, mais aussi le fait que l'inconnu des voitures hybrides peuvent causer aussi des questions. À ce tournant du sport automobile. La grande nouveauté, c'est l'arrivée officielle des hybrides. Tout à fait. Donc, bon, on l'a vu avec la F1 déjà depuis quelques années. Aujourd'hui, la FIA a instauré donc, les voitures hybrides en championnat du monde des rallyes. Il est évident que ça leur donne de la puissance supplémentaire, mais alors on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on en parlera jeudi soir. Ça donne un plus à un moment donné, mais ça on le développera jeudi tous ensemble. Oui, parce que l'arrivée des véhicules électriques en Formule 1 a été largement décriée. Oui. Là, ce n'est pas le cas en rallye. C'est pas le cas. Bien au contraire, on espère beaucoup, on mise beaucoup sur cette nouvelle technologie. On mise beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui est un petit peu différent que la F1. La F1, ils sont 100% hybrides. C'est-à-dire que la voiture fonctionne beaucoup avec l'hybride. Sur les voitures de rallye, en fait, cette énergie électrique est ponctuelle. Les pilotes peuvent s'en servir, d'accord, pour une puissance, on va dire, ponctuelle. Alors qu'en F1, c'est complètement différent. La voiture est complètement hybride. On a parlé des engagés, des constructeurs, du parcours. Et puis, il y a une équipe dans l'équipe. Alors, à Monaco Info, vous serez un quatuor pour nous faire vivre cette épreuve pendant les 4 journées. Et tous très complémentaires. Oui, alors cette année, on a la chance avec vous de faire un petit plus. On fait les experts, chose qui est aussi important pour tout le monde de comprendre parce que le départ, c'est toujours bien de voir tout le monde, mais aussi de savoir comment se déroule l'épreuve jour par jour. Donc, grâce à la direction de la communication, on va faire un plateau un petit peu différent pour que justement que les gens arrivent vraiment à comprendre comment ça se passe jour par jour sur la technicité, un peu sur le pilotage, les erreurs de pilotage bien évidemment. Et je pense que ça va être un plus à suivre aussi le petit journal des experts le matin. Oui, le rallye, le départ donc jeudi en direct sur nos réseaux sociaux, puis ce magazine Les Experts le vendredi, samedi et le dimanche. Il faudra être matinal, hein, ce sera à 8h30 et le dimanche également le final à 20h30. Merci beaucoup Franck Phillips de nous avoir livré cet avant-goût du rallye Monte-Carlo 2022. Et vivement jeudi que les hostilités commencent. Christine Datomel nous rejoint pour développer les autres titres de l'actualité. Et tout d'abord, l'agenda culturel des jours à venir avec de l'opéra et Il Turco in Italia de Gioacchino Rossini. À l'instar du Barbier de Séville, injustement rejeté lors de sa création à cause de la faveur du public, le Turc en Italie de Rossini apparaît aujourd'hui comme un opus majeur. L'ouvrage est une succession de trouvailles musicales et de situations drôles où les jeux de la séduction devraient permettre aux spectateurs de savourer un exceptionnel moment de théâtre et de musique. Interprété par le chœur de l'Opéra de Monte-Carlo et les musiciens du Prince, cet opéra sera joué les 21, 25 et 27 janvier à 20h à l'Opéra Garnier et une représentation sera donnée le 23 janvier
à 15 h. Des planches de l'opéra aux planches de théâtre, il n'y a qu'un pas. Quel est le prochain spectacle à l'affiche du théâtre Princesse Grace, Crisinda? Eh bien, après Macbeth, c'est noir, retrouvez Une histoire d'amour de Alexis Michalik et Qui est Monsieur Schmitt de Sébastien Thierry. Dans Une histoire d'amour, Katia et Justine tombent amoureuses et tentent toutes les deux une insémination artificielle. Katia tombe enceinte, Justine disparaît. 12 ans plus tard, Katia va mourir et demande à son frère, qu'elle n'a pas vu depuis 5 ans, d'être le tuteur de son enfant. Amour, perte, deuil, abandon, autant de sentiments mis en avant dans cette pièce qui amènera le spectateur à se poser la question: comment l'amour peut-il finir? Une pièce qui se jouera ce jeudi à 20 h 30. Au TPG. Et donc, Qui est Monsieur Schmitt, qui se jouera dimanche à 17 h. Monsieur et Madame Bélier dînent tranquillement lorsque le téléphone sonne alors qu'ils n'y sont pas abonnés. Au bout du fil, leur interlocuteur insiste pour s'entretenir avec un certain Monsieur Schmitt dont ils n'ont jamais entendu parler. Ils découvrent alors que leur appartement n'est plus le même, que leurs livres ont été remplacés et qu'ils portent des vêtements qu'ils ne reconnaissent pas. Plus terrifiant encore, leur porte d'entrée est verrouillée de l'extérieur. Vous croyez alors le pire arriver et pourtant le cauchemar ne fait que commencer. 2 pièces à retrouver cette semaine au théâtre Princesse Grace, Patricia. Plus de 500 élèves de Monaco viennent de prendre part au vote du festival Cinema for Change en qualité de membres du jury. Cela s'est passé au Théâtre des Variétés. Effectivement, un festival qui chaque année connaît un fort succès auprès des petits élèves de Monaco. Appelé jusqu'à l'an dernier Le Temps Presse, ce festival renommé Cinema for Change s'inscrit dans une démarche engagée pour un cinéma citoyen et présente des courts-métrages venus du monde entier. Des courts-métrages toujours en lien avec le développement durable et ses 17 objectifs instaurés par les Nations Unies en septembre 2015, avec pour objectif de sensibiliser les enfants et les adolescents au développement et à la solidarité internationale. 9 prix seront décernés lors de la remise des prix qui se déroulera au mois d'avril à Paris, dont les 3 prix jeunesse décernés par les écoliers, les collégiens et les lycéens de Monaco. Et puis, avis aux philatélistes, 2 nouveaux timbres vont être émis le 17 mars prochain. Oui, Patricia, les 2 timbres mettent en lumière les chanteurs d'opéra. Le premier est consacré à Victor Maurel, l'un des plus grands barytons français. Victor Maurel est certainement le plus grand chanteur d'opéra de tous les temps. Né en 1848 à Marseille, il est admiré pour sa technique remarquable et sa musicalité hors du commun. Sa collaboration avec Verdi le fit entrer dans la légende. Le second timbre rend hommage à Félia Livine, une soprano dramatique russe, élève de Victor Maurel. Née en 1860 à Saint-Pétersbourg, la jeune chanteuse est naturalisée française en 1893 et elle interpréta le rôle d'Amélia de l'opéra de Verdi. Sa voix puissante retentit aussi à de nombreuses reprises sur la scène de l'opéra de Monte-Carlo. 2 timbres qui sont donc mis en vente à l'Office des timbres de Monaco, Patricia. Et sachez justement, puisque l'on évoquait au début de ce journal la présentation des athlètes monégasques qui vont participer aux Jeux Olympiques de Pékin, un timbre relatif à ces JO et à l'effigie des athlètes vient tout juste d'être émis. Ce journal ne serait pas tout à fait complet sans les prévisions météo pour la journée de mercredi, Crisinda. Mercredi, un temps couvert dans l'ensemble, malgré quelques éclaircies. Dans la matinée, le ciel sera plus dégagé, mais l'après-midi, le soleil ne sera pas au rendez-vous. Des rafales de vent pouvant atteindre les 17 km/h traverseront aussi la région, entraînant dans leur sillage de la fraîcheur. 7 degrés pour les minimales et 11 pour les maximales. L'eau de mer sera moins fraîche puisqu'elle sera à 15 degrés. Le soleil se lèvera à 7 h 57 et se couchera à 17 h 24. Demain, nous fêterons les Marius. C'est noté, Crisinda. Nous nous retrouverons demain à 19 h pour un nouveau journal. Quittons-nous avec les athlètes monégasques qui défendront les couleurs de la principauté aux Jeux Olympiques d'hiver. Ils ont été officiellement présentés aujourd'hui. Les photos sont signées Stéphane Dana. Merci de nous être fidèles chaque soir. Très belle soirée à vous. À demain.